On va regarder maintenant un petit peu et passer à la partie démo. Donc là, l'objectif pour moi, ça va être de vous montrer très rapidement comment, dans OpenShift, exécuter un simple container basé sur une image publique. On va le faire d'ailleurs tout de suite. On va utiliser la démo. Alors, je vais quitter un petit peu la présentation de cette manière, puisqu'il va falloir que je vous partage l'écran de manière plus globale. Alors, vous allez avoir une interruption d'écran et on va pouvoir du coup passer directement dans OpenShift. Alors là, pour ma démo, j'utilise OpenShift Origin parce que j'ai eu besoin, pour certains composants, d'utiliser des fonctionnalités qui ne sont pas encore présentes dans la version OpenShift Container Platform, mais qui va arriver. Là, ils viennent de sortir la version 3.9 que je n'ai pas encore testée, mais qui devrait normalement me permettre de résoudre ce problème. Donc là, en tout cas, je suis sur la version OpenShift Origin pour pouvoir vous montrer voilà, les dernières nouveautés et les dernières fonctionnalités qu'il y a. Quand on se connecte à OpenShift Origin, donc on tombe directement sur le catalogue de services. Vous voyez, c'est fourni et présenté déjà avec un certain nombre d'images. Et on a la possibilité de créer un projet. Je vais donc créer un projet. Alors j'en avais déjà un, donc je vais en créer un second en parallèle. Et là, donc on est dans l'interface d'administration d'OpenShift, l'interface web d'administration d'OpenShift. J'ai une casquette de développeur et j'ai donc la possibilité de créer des projets. Et à l'intérieur d'un projet, de venir déployer des composants. Une chose que je vais pouvoir faire, c'est déployer l'image. Et là, il me demande quel est le nom de l'image que je souhaite déployer. Et quand je lui fournis un nom d'image qui est public, je ne peux pas la trouver. Voilà, on trouve une image qui est publique et je vais avoir la possibilité de la déployer en un clic. Alors là, normalement, mon image ne devrait pas se déployer correctement parce qu'il faut un certain nombre de paramètres et d'informations, notamment le mot de passe route. Cette image nous demande le mot de passe route. Mais on voit que j'ai en quelques clics là déjà, je suis en train de déployer un container, puis je vais pouvoir rentrer à l'intérieur, regarder ce qui se passe et voir notamment les logs de ce container et voir qu'il est en train de planter parce qu'il lui manque un mot de passe. On va avoir la possibilité de modifier ce comportement ici. Je vais aller lui rajouter le mot de passe route. Donc je vous passe sur l'utilisation des différents composants. On n'a pas le temps de regarder tous les composants que je fais, mais l'idée est de vous montrer qu'on peut très facilement interagir avec ce container. MySQL root password. Je vais lui fournir un mot de passe. Oui, je n'ai pas besoin de le choisir. J'enregistre cette modification et vous voyez que là, il est en train de me déployer une deuxième fois mon container. Et là, cette fois, j'ai un container qui est actif. Je vais avoir la possibilité de regarder les logs et voir que cette fois, il a pu démarrer. Il est bien ici démarré. J'ai bien mon container, mon pod, dans le langage et dans la terminologie OpenShift et Kubernetes, qui est exécuté. Donc en quelques minutes, là, je suis allé attaquer un registre public pour rechercher une image qui s'appelait MariaDB. Ça se trouvait sur Internet, c'était sur Docker Hub. Et j'ai rapatrié cette image à l'intérieur d'OpenShift pour ensuite l'exécuter, pouvoir exécuter un container. Mon premier container n'avait pas les prérequis et notamment le mot de passe route du container, donc il n'a pas pu s'exécuter. J'ai corrigé mon déploiement et à ce moment-là, mon container s'exécute. Et là, on est en train de travailler à l'unité sur un seul container. Quand on va vouloir bâtir une application, on va rarement vouloir travailler à l'unité et comme ça, lancer un premier container, puis en lancer un deuxième, puis l'associer au premier, etc. On va faire un travail manuel qu'on peut automatiser, qu'on peut fiabiliser en utilisant des composants de plus haut niveau. C'est ce qu'on va regarder maintenant en allant utiliser cette fois un template. Et je vais aller directement récupérer un template que j'ai déjà préparé ici. Hop, je vais plutôt le prendre là. OpenShift Build All. Donc l'ensemble de la démo qu'on vous présente, c'est accessible sur Internet et vous pouvez l'utiliser ou la reproduire chez vous si vous avez
un environnement OpenShift qui fonctionne. Il y a même une explication sur comment monter un environnement OpenShift si vous le souhaitez. Là, en tout cas, je vais aller dans mon projet. Donc, rajouter, je copie-colle un template. Donc, vous voyez, c'est un fichier YAML avec un certain nombre d'objets qui vont être décrits. Et quand je crée et que j'exécute mon template, il va me poser un certain nombre de questions, notamment quel est voilà, le code source ou la version de la branche sur laquelle je veux baser mon code source, mon socle. Toutes ces questions, c'est moi qui les ai prévues dans le template, elles sont personnalisables. On n'est pas limité à un certain nombre de questions, on peut vraiment poser des questions applicatives et ensuite ça va venir remplir automatiquement nos objets. Donc là, je suis sur mon environnement dev2 et donc je vais modifier ça et je vais pouvoir lancer le déploiement de mon application. Donc là, c'est un template qui va venir s'exécuter, qui va donc nous créer un certain nombre d'objets. Vous voyez que là, j'ai ma base de données qu'on a testée à l'unité tout à l'heure. Mon template vient de m'apporter une application qui s'appelle API Dev, une base de données qui s'appelle MariaDB Dev, et puis une autre application qui s'appelle www Dev. Mon front-end Node.js qui va servir des pages HTML, ma base de données qui permettra d'avoir un certain nombre d'éléments à l'intérieur, et mon API qui va venir interroger ma base de données pour récupérer notamment une liste de pays et puis un certain nombre de composants. On va voir également que mon template m'a créé 3 stratégies de build. Donc si vous vous rappelez un petit peu le schéma d'avant, on est en train de fabriquer nos containers et là, ce template fabrique les containers. Et une fois que les containers seront fabriqués, ils vont pouvoir être déployés. Et on voit que là, on est en train de déployer et automatiquement, il y a un déploiement qui est fait sur MariaDB. Si on ouvre ici, on voit que notre container est en train d'être déployé. Alors vous allez voir que potentiellement, ce build va nous générer des erreurs, notamment l'API. Il y a une possibilité, voilà, que ça nous génère une erreur. Pourquoi? Parce que l'API dépend de la base de données et a besoin, lorsqu'il démarre, d'avoir une connexion vers la base de données. Or là, notre stratégie de build déploie tous les containers en même temps. Comme il les déploie en même temps, notre API a démarré certainement un peu trop rapidement. Et quand il a démarré, le serveur MariaDB n'était pas encore disponible. Du coup, il n'a pas pu le contacter et il s'est arrêté là. Il nous dit qu'il y a une erreur. Pour régler cette erreur, je vais aller redéployer mon appli manuellement. J'ai vu que ma base de données ici fonctionne et tourne et là, elle est disponible. Mon application ici devrait démarrer sans aucun problème maintenant que je suis sûr que ma base de données est démarrée. Ça, avec une stratégie de build et de deploy normale, on a du mal à gérer l'ordre dans lequel vont se créer les containers. On va voir que les pipelines juste après, c'est pour ça que je vous montrais cet exemple, les pipelines vont nous permettre de gérer beaucoup mieux l'ordre dans lequel on va déployer nos différents composants. En tout cas là, ma stratégie de build and deploy a bien fonctionné. Je me retrouve avec un front-end, une base de données et puis 2 pods qui vont servir mon API. Et tout ça va fonctionner. Quand je vais aller regarder mon application, j'ai bien une application qui tourne, qui fonctionne, qui est capable de dialoguer avec un container d'API. Et puis quand je vais aller tout en bas, je sais que là, voilà, je suis tout en bas de la page. J'ai un petit bouton charger la liste d'API. Quand je clique dessus, j'ai toute la liste d'API qui s'est chargée et qui vient de ma base de données. Donc là, mon front-end web a interrogé mon API et mon API a été capable de dialoguer avec la base de données pour récupérer les éléments et les transmettre à mon application. Maintenant qu'on a vu ça avec une stratégie de build and deploy classique, on va aller faire la même chose, mais cette fois dans un autre projet que je vais appeler démo. Et cette fois, on va s'appuyer sur une stratégie de déploiement basée sur des pipelines. Et c'est la dernière partie de cette démo. Je sais que j'ai débordé un petit peu, on va être short sur les questions-réponses, mais sauf si vous avez plus de temps. Mais voilà, là on a un template, donc c'est quelque chose qui est quand même un peu plus lourd. On a encore plus d'objets à l'intérieur. Mais vous allez voir qu'on a la possibilité. Donc là, pareil, j'exécute mon template. J'ai même la possibilité de le sauver pour le rajouter au catalogue applicatif. Et donc, les développeurs pourront après directement utiliser ce template sans avoir à passer par le fichier YAML.
Donc là, j'ai mon template, hein, on voit que c'est bien personnalisé, c'est nous qui avons nommé ça, qui l'avons décrit ici. On va du coup utiliser demo.OpenShift.demo, c'est parfait, c'est déjà les bonnes informations. Je peux personnaliser un mot de passe MySQL, ça fait partie des questions qui sont posées par mon template, mais là, on ne va pas le faire. Et quand je clique sur Create, vous allez voir que là, j'ai beaucoup plus de composants qui vont être déployés parce que mon template est beaucoup plus... j'ai volontairement choisi un template qui va déployer une application de test, donc 3 composants, une API, une base de données et un front-end web de test. Et puis, si cet environnement de test il est validé par nous et recetté par nous, on aura la possibilité de valider dans Jenkins et d'approuver dans Jenkins ce test, et à ce moment-là, de passer en production. Donc, il y a 2 environnements qui vont être créés en même temps, et c'est pour ça qu'on a plus de composants. Et puis, il y a en même temps Jenkins qui va être créé pour pouvoir orchestrer tout ça et gérer les pipelines. Donc, vous avez vu, j'ai copié-collé un template. Hein. Après, on ne va pas rentrer dans le détail de son contenu, ce serait trop long. Mais on voit bien que ce template est en train de me créer un pipeline. Je vais même pouvoir regarder, pour ceux qui connaissent Jenkins, le fichier Jenkins qui a été injecté. Et on voit que je vais avoir une phase de test qui va me venir builder différents environnements, puis ensuite une phase de construction de ma production qui va également builder mes environnements, donc juste les builder, pas les exécuter. Je vais ensuite déployer le test. Et puis, si le test est bien déployé et que je donne une approbation, on ira à ce moment-là déployer la production. Et à chaque fois, il y a 3 composants, une base de données, une API et un front-end web. Donc tout ça, c'est le fichier pipeline qui va être injecté dans Jenkins, qui est en train d'être injecté dans Jenkins pour lui donner l'ordre d'exécution de différents composants. Puis on voit qu'en plus, la construction sera faite en parallèle, alors que lors de l'exécution, j'ai bien demandé à ce que le container de base de données soit exécuté avant, et puis ensuite, on peut déployer en parallèle à la fois l'API et le front-end web. Donc ça, c'est le fichier Jenkins qui décrit notre pipeline. Et on voit qu'OpenShift est en train de dialoguer. Alors là, il n'a pas encore commencé parce qu'il faut quand même qu'il télécharge les images de Jenkins et puis qu'il instancie Jenkins. Ça prend un petit peu de temps la première fois qu'on instancie un pipeline. Mais on va avoir la possibilité d'aller regarder notre build et d'aller regarder dans Jenkins. Et vous allez voir là l'intégration qui a eu, le travail d'intégration qui a eu lieu entre Jenkins et puis OpenShift, puisque vous voyez que là, quand j'essaie de me connecter à Jenkins, on me demande de me loguer, mais avec mes credentials OpenShift. Donc on n'a pas besoin d'avoir de gérer 2 ACL ou d'avoir des users dans notre Jenkins. Jenkins s'appuie sur OpenShift pour gérer l'authentification. J'autorise Jenkins à avoir accès à mes permissions OpenShift. Et du coup, je vais pouvoir observer directement dans Jenkins l'état d'avancement de mon build. Je peux également l'observer dans OpenShift, puisque dialogue entre eux et OpenShift dialogue de manière permanente avec Jenkins pour savoir où il en est, ce qu'il fait, ce qu'il exécute comme phase. Donc là, on est bien en train de construire notre test. Et logiquement, Jenkins, alors là, il met un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à charger. Voilà, on voit Jenkins qui est en train de s'exécuter, qui nous dit, voilà, je suis en train de builder l'API. Il est en train de construire la prod cette fois. Donc si je reviens ici, je vois qu'il est bien en train de construire la prod. Et Jenkins est bien en train de me construire la prod. Et je vais sortir de mes différents containers directement à l'intérieur de Jenkins. Donc là, OpenShift livre à Jenkins tout ce qui s'exécute à l'intérieur d'un container pour que Jenkins ait la visibilité sur ce qui se passe. Donc Jenkins là va continuer à construire. Si on va regarder un petit peu le overview, ou plutôt ici dans le build, vous allez voir qu'ici on a des actions qui ont été faites par Jenkins. Il a utilisé les composants OpenShift et orchestré les composants OpenShift. Quand je reviens dans les pipelines, là, il est en train de déployer. Je regarde Jenkins, il est en train de déployer. Et quand je vais regarder de manière globale ce qui se passe sur mon application, je vois qu'ici, je vais certainement avoir, alors elle est où ma base de données? Voilà, MariaDB test. On voit qu'ici, j'ai un container qui est en train d'être déployé, puis il va bientôt être disponible. Et dès qu'il sera disponible, voilà, hop. Donc mon container MariaDB est rendu
available. On le voit ici. Et du coup, il y a le déploiement de mon front-end web et de mon API qui est en train d'être exécuté. Alors là, mon API de test, oui, pardon, elle est ici. Je vais aller regarder l'application qu'on a déployée, histoire de regarder si elle marche. Et en même temps, je vais aller dans les pipelines. Mon application de test, hein, vous le voyez ici, elle fonctionne. C'est la même que tout à l'heure, mais elle marche. Elle est capable de charger la liste d'API, donc de dialoguer avec mon API. A priori, tout fonctionne. J'aurais tendance à dire que le test est positif. Je vais pouvoir ici, directement dans les pipelines, venir valider et approuver ce déploiement. Je l'approuve et à ce moment-là, on passe sur un déploiement en production. Et si on revient ici, vous allez voir que ma prod est en train de se déployer également, donc ma base de données de prod. Et puis quand elle sera déployée, j'aurai bien mon composant web et mon API de production qui seront déployés. Ça va nous prendre encore voilà, quelques secondes, le temps qu'ils finissent ce déploiement. Et je peux monitorer tout ça directement dans Jenkins ou dans OpenShift au choix. Dans Jenkins, j'ai plus d'informations. Dans OpenShift, j'ai une vision beaucoup plus globale de mes composants. Donc ma base de données de prod étant déployée, il y a de fortes chances que voilà, mon API de prod est en train d'être déployé et on voit que j'ai deux pods qui sont en train d'être créés. La différence entre mon environnement de test et de prod, c'est que j'ai demandé à avoir plusieurs containers qui servent mon API de prod de manière à avoir de la répartition qui est faite sur plusieurs containers. Donc là, mon application de production est déployée et je vais pouvoir aller la tester en directement regarder voilà, le front-end web de production et je vois que je suis bien sur mon container cette fois de production servi par mon API de production. Donc j'ai deux containers qui peuvent me servir et pareil, j'ai l'interaction avec mon API qui fonctionne. Voilà, j'espère que cette présentation vous a permis d'y voir un petit peu plus clair et de voir comment on peut utiliser les pipelines dans OpenShift, l'intégration qui a été faite. Je vous propose de passer maintenant un petit peu aux questions-réponses. J'ai un peu débordé, hein, c'est souvent mon habitude. Si vous avez suivi quelques webcams précédents, vous avez dû le constater. N'hésitez pas donc à poser des questions et à utiliser le chat et vous pouvez ouvrir vos micros si vous préférez le faire à l'oral. C'est peut-être en général préférable d'utiliser le chat et comme ça je peux répondre aux questions dans l'ordre sans les perdre si vous en avez. Donc la fenêtre de chat, n'hésitez pas, c'est sur la partie droite que vous trouvez le bouton.